Vous connaissez tous ce masque, un emblème de film d'horreur qui a traversé les générations et les médias. Cinéma, comics, séries, jeux vidéo, musique. Même si vous n'avez vu aucun film avec celui-ci, vous savez qu'il appartient à un tueur mythique sévissant à Crystal Lake, Jason Voorhees, et avec lui toute une saga emblématique du slasher, Vendredi 13. Halloween est le parfait moment pour se replonger dans les classiques de l'horreur. Qu'on se pose tranquillement dans son canapé, un paquet de bonbons à la main, et qu'on se rappelle tous ensemble que Vendredi 13, c'est quand même sacrément à chier. Du slasher classique, basique et répétitif. Je pense que ce seraient les adjectifs qui colleraient le mieux à Vendredi 13. Tout y est. Un groupe d'ados en chaleur sont aux alentours des bois, Jason est dans le coin, ils les tuent tous un par un en le faisant généralement quand l'un d'eux s'éloigne, jusqu'à ce que les derniers survivants remarquent la boucherie avant d'essayer de s'échapper dans une traque finale. Le tout est accompagné d'une réalisation plutôt molle, voire cliché, un rythme très lent, une tension quasi inexistante et des personnages fonction vides qui ne font que se remplacer au fil des films. Je viens de vous résumer 80% de la saga Vendredi 13. On pourrait même se demander pourquoi elle est devenue aussi iconique quand elle ressemble autant à toutes les autres productions de l'époque. Toute l'essence de Vendredi 13, et même du slasher en général, réside dans sa menace. Bien loin d'un Freddy et ses rêves qui permettent des scènes inventives, et bien loin d'un Michael Myers et l'aura mystique, si Jason marque, c'est pour une chose, sa violence. Une masse immortelle, surpuissante, impossible à arrêter, qui tuera d'une manière incroyablement graphique. Alors oui, elle ressemble à toutes les autres productions de l'époque, et c'est justement pour ça que c'est devenu un emblème. Un emblème ancré dans les années 80, bien avant l'arrivée de Scream une décennie plus tard, qui redéfinira tous les codes du slasher. D'ailleurs, quand la saga essaiera de revenir après les années 80, ça ne sera soldé que par des échecs. La même formule recrachée ne prend plus. Après, pour être honnête, je ne suis pas négatif tout le temps envers cette franchise, j'aime me regarder un petit film de temps en temps, et surtout j'aime beaucoup le 6 qui arrive à se démarquer du reste. Il introduit du fantastique avec la résurrection de Jason, le rendant mort-vivant. D'ailleurs, le tueur a beaucoup plus de présence et de temps d'écran, le rythme est moins soporifique, et il y a Tommy Jarvis. Tommy Jarvis est de loin le protagoniste le plus emblématique de Vendredi 13. C'est le seul qui a combattu et vaincu Jason 2 fois et demi. Il a été introduit enfant dans le 4ème film et sa rencontre avec le tueur l'aura traumatisé durant toute sa vie. Il passera plusieurs années dans un hôpital psychiatrique et continue au fil des films d'avoir des hallucinations de Jason. Tommy Jarvis ne s'arrêtera pas d'essayer par tous ses moyens de stopper Jason. Même si la police est son principal frein, le pensant fou est responsable des meurtres à cause de son passé. C'est un peu le Ellen Ripley de la saga. Il a survécu 3 films, il a été le principal adversaire de Jason, même s'il n'a pas eu le droit de vraie conclusion. Jason continuant ses aventures seul sans qu'on ne revoie Tommy Jarvis une seule fois. Je me sens également obligé d'évoquer l'interprète de Tommy Jarvis dans le 6ème film, Tom Matthews, qui est un acteur que bizarrement j'aime bien parce qu'il a pas joué dans beaucoup de films et qui je trouve a une aura très sympathique. Mais ça doit jouer aussi qu'il est joué dans le très bon Retour des morts vivants, qui est un film de zombies que je vous conseille beaucoup d'ailleurs. Putain mais pourquoi on m'appelle ? Mais s'il faut que je me découvre en Vendredi 13 ce soir, tu me conseillerais lequel? Bah, déjà, si tu veux voir Jason, regarde pas le 1, il est pas dedans. Et si tu veux voir le masque de hockey, regarde pas le 2 parce qu'il a un vieux sac en patate dégueulasse sur la tête. Ah ok, donc je regarde le 3. Non, il a à chier le 3. Mais c'est quoi cette saga de merde qui commence au 4? Je te le fais pas dire. À la limite, je suis peut-être mieux de me mater Never Ike Alone. Et voir quoi? Attends. Donne-moi 5 minutes. Never Hike Alone. Court-métrage horrifique. Un fan film Vendredi 13. Ah tiens, c'est disponible sur YouTube. Alors Vendredi 13 ne marche pas si on le sort des années 80. Mais si on le place dans la main des fans, est-ce que ça arrive à survivre à l'épreuve du temps ? Never Hike Alone est une saga de 4 courts-métrages dont la durée varie de 4 minutes à un peu plus d'1 heure, tous réalisés et écrits par Vicente DeSante. Débuté en 2017, Never Hike Alone se place comme l'un des 2 films principaux de la saga avec sa suite sortie ce mois-ci. Mais on a aussi ce que je considère comme étant des bonus à l'univers se déroulant avant le premier long-métrage. Tout d'abord Disappear, un clip se passant du point de vue de Jason, ainsi que Never Hike in the Snow, bien plus important que ce dernier car faisant directement le lien entre les 2 principaux films. Le tout en établissant de nouveaux personnages et en les développant plus. Il existe également une version longue regroupant les 3 premières œuvres de l'univers en un long métrage nommé The Ghost Cut, mais je n'en parlerai pas ici. Je trouve même qu'établir une narration chronologique amoindrit la qualité du premier film. Mais déjà, de quoi parle le premier film ?
Check. Check 1, 2. Kevin MacLeod est un youtubeur filmant ses randonnées et partageant son expérience. C'est après avoir emprunté un chemin qu'il ne connaissait pas que son tournage va basculer, le conduisant directement à l'ancien camp Crystal Lake, un lieu rempli de légendes macabres. Malheureusement pour lui, il se rendra compte rapidement que ces légendes sont bel et bien réelles et que quelqu'un l'observe depuis son arrivée. Never Hike Alone, en plus d'être vraiment bien foutu pour un fan film, est un véritable bain de fraîcheur dans la saga. Les codes répétitifs qui bloquaient la franchise depuis plus de 40 ans ne sont plus là. On est bien loin du groupe d'ados clichés fonction qui se faisait tuer lentement un par un qu'on avait le droit pour chaque film Vendredi 13. Ici, c'est uniquement un seul personnage qui va tenter de survivre à cette traque durant tout le film. Kevin est un personnage de notre époque, un youtubeur qui fait une mauvaise rencontre et qui réanime la légende. C'est lui qui nous réintroduira d'ailleurs au mythe de Jason ainsi qu'à l'histoire de la saga. Ce qui est différent des films originaux qui nous présentent l'histoire du tueur masqué en début de film avec un groupe de personnages qui essaient de se faire peur au coin du feu. Ici, ça arrive bien plus tard, après la découverte du camp, où il essaye pas de faire peur à ses amis, mais se confie seul à la caméra en faisant la corrélation des événements. On a gardé le feu par contre. Never Hike Alone pourrait être considéré comme une très bonne introduction et ouverture à la saga. Le film n'est pas resté bloqué dans les années 80 et se permet d'innover, notamment avec de très courtes séquences en fan footage, renforçant l'immersion, la découverte du camp et donnant une impression de proximité avec le personnage. Même si ça peut paraître assez cache-misère, le film alterne plutôt bien entre les deux points de vue. En évoquant YouTuber, on pourrait très vite penser que MacLeod serait un personnage insupportable vu la réputation que peuvent avoir les influenceurs dans les films d'horreur. Mais non, c'est quelqu'un de passionné par ce qu'il fait, qui a des connaissances et qui n'est pas uniquement résumé par son métier. L'humain derrière ressort plus que l'influenceur. Mention spéciale d'ailleurs à Drew Lighty qui s'en sort plutôt bien dans le rôle et qui réussit à nous rendre le personnage très attachant. Dans les fan films, c'est généralement la direction d'acteur qui fait faux pas. Mais pas ici. Pour autant, le film a certains défauts classiques de fan-film, des idées de montage assez étranges, des effets sur la caméra en mode fan footage hors de propos, et un son au mixage pas mauvais, mais aléatoire. Parfois, il y a même certains bruitages qui sont à peine synchronisés. Mais c'est minime et ça se ressent pas énormément, surtout grâce à une mise en scène efficace appuyée par de magnifiques décors, et j'insiste sur ce point, Crystal Lake a l'air d'être un lieu réellement abandonné et il y a plein de détails qui fourmillent de partout. Néanmoins, n'oublions pas qu'il n'y a pas de grand slasher sans grand antagoniste, et le Jason de ce film est une parfaite réussite. Imposant et volant l'écran à chaque apparition, il est à la hauteur de sa légende. Et ce n'est pas parce qu'il y a un faible budget qu'on va hésiter à montrer de la violence, elle est frontale et parfois assez gore. Bien qu'il n'y ait qu'un seul protagoniste et que la moitié du métrage ne soit qu'une longue track, Jason n'est pas affaibli pour laisser gagner son adversaire quand ils se croisent. Chaque rencontre est douloureuse accompagnée de coups puissants. Si la première partie du film a un rythme très lent pour nous faire rentrer dans l'ambiance d'un camp isolé et abandonné, la deuxième partie débutant la track a un rythme beaucoup plus rapide mais incroyablement bien géré. La tension est poignante, le tout accentué par la présence de Jason, sa direction d'acteur et surtout son masque. Ce masque qui ne laisse ressortir aucune part d'humanité et ce à cause de l'absence de son regard. La fin est également une franche réussite. D'ailleurs, comme je vais parler des deux films comme une duologie, je vais dévoiler la fin du 1. Donc, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, je vous laisse vous référencer au chapitre de YouTube. On est bon ? C'est parti. MacLeod se réveille après un cauchemar dans une ambulance. La vision de Jason continue de le hanter au point de lui créer des hallucinations. Pour le calmer, les ambulanciers l'attachent et lui injectent un tranquillisant juste avant qu'il ait le temps de chuchoter quelque chose. Quelqu'un arrive très lentement. Est-ce Jason ? Est-ce une fausse montée de tension ? Ou bien c'est... What the hell's going on back here? Tom Matthews, c'est Tom Matthews. Ils ont réussi à ramener Tommy Jarvis, l'acteur original de Tommy Jarvis dans leur fan film. Non, attendez. Non, je dois rêver. Non, c'est même marqué sur son badge. Mais ils ont réussi à avoir un acteur de la saga originale dans leur fan film. Mais c'est trop bien. Ça, c'est la vraie réaction que j'ai eue durant mon premier visionnage du film. Parce que c'est comme ça qu'on fait un caméo réussi, jouant sur la mise en scène et sans complètement perdre le spectateur qui n'a pas la référence. Le film ne base pas toute sa fin sur un capital nostalgique. Il aurait pu clairement se conclure avec un autre personnage. Et d'ailleurs, c'est ce qui était prévu avant que Tom Matthews arrive en plein milieu de la production. Néanmoins, quelqu'un qui s'y connaît vraiment pas en Vendredi 13 pourrait se poser quelques questions à cause de quelques dialogues. Mais ces questions seront répondues dans les suites car Tommy Jarvis deviendra le personnage principal. Avant de savoir qu'il était dans le film, je me demandais vraiment s'il pouvait y avoir matière à en faire un 2. Mais revisiter son personnage pouvait être intéressant, et après un premier film autant réussi, ont-ils réussi à garder la qualité pour la suite. Je ne parlerai pas de Never Hike in the Snow, qui même s'il relie les deux films, n'est pas essentiel au visionnage je trouve, surtout avec un cliffhanger n'aboutissant à rien, et personnellement j'accroche moins à celui-là. Ça a surtout été fait par un désir de fan voulant voir Jason tué dans la neige. Maintenant, penchons-nous pleinement sur le deuxième film.
Tommy Jarvis est toujours traumatisé par Jason et ses visions ne se sont pas arrêtées. Après la mort d'un adolescent, il est persuadé que le tueur est à nouveau en liberté. Malheureusement pour lui, la police le soupçonne d'avoir commis lui-même ses meurtres à cause de son passé dans un hôpital psychiatrique. C'est donc après avoir sauvé Kevin MacLeod qu'il s'alliera avec lui ainsi que Diana Hill, la mère en deuil, pour essayer d'arrêter le tueur une bonne fois pour toutes. Mais ça, c'est si Jason ne les retrouve pas avant. On ne peut pas parler de Never Hike Alone 2 sans parler de l'évolution considérable de la technique et du visuel. Il y avait beaucoup plus de moyens pour ce film plutôt que pour le premier, et ça se ressent. Les images et la colorimétrie sont superbes et j'oserais dire presque dignes d'un film sorti directement au cinéma. De même que la réalisation toujours aussi bonne mais qui se permet beaucoup plus d'effets de mise en scène avec de belles transitions. L'atmosphère est vraiment bien réussie et la tension est toujours autant présente. Les effets gore sont plus nombreux et graphiques qu'avant et en dehors d'un raté, ils sont vraiment réussis. Mais tout ça résulte d'une ambition beaucoup plus grande, mais aussi différente de celle du premier film. Il n'y a plus qu'un seul personnage dans un unique décor, mais on alterne entre plusieurs lieux et plusieurs personnages principaux. On n'est plus dans un survival efficace pur et dur, mais on prend le temps de développer les protagonistes. Oui, car ce film n'est pas uniquement consacré à l'horreur et laisse une grande place aux personnages. Et pas seulement Tommy Jarvis, chacun réussit à avoir une conclusion qui lui est propre, et ce fait de façon fluide, car tous étant liés à Jason. L'un gardant de fortes séquelles de leur unique rencontre, l'autre ayant perdu un être cher, et le dernier dont l'entièreté de la vie a été gâchée par lui. Le rythme est très bien dosé et arrive à donner le temps aux interactions entre personnages pour qu'ils ne ressemblent pas qu'à des coquilles vides. D'ailleurs, tout comme dans le premier film, les acteurs sont majoritairement très bons, que ce soit les nouveaux acteurs comme Anna Campbell ou le retour d'anciens faisant partie de la saga originale. J'ai déjà parlé de Tom Matthews, mais on a aussi Vincent Guastafero qui jouait l'adjoint du shérif dans le 6ème opus et qui est maintenant complètement shérif. Je regrette juste l'absence du personnage de Megan Garris. Le film référence tellement le 6 mais ne donne même pas une seule phrase ou indice à propos d'elle, alors que c'était un personnage qui était plutôt important et lié à Tommy Jarvis. Par contre, j'aime bien le fait que comme Kane Hodder, l'un des interprètes de Jason, le cascadeur du tueur de ce film a aussi le droit à son petit rôle sans son masque. Pour faire briller d'autant plus ses personnages, le film possède une narration plutôt intelligente. À la place de commencer dans l'action directement après la fin du film précédent, il commence bien avant les événements du premier film, pour qu'on ait le temps de découvrir qui est Tommy Jarvis. On rentre dans son quotidien, les problèmes qu'il rencontre, que ce soit auprès du shérif ou pour son obsession pour Jason. C'est avec une courte apparition de Kevin que la temporalité reliant les films devient claire. Et à la place de refaire la scène de l'ambulance en copier-coller, on la fait passer entièrement du point de vue de Tommy. On n'aura pas besoin d'un long discours pour que les personnages apprennent ce qui s'est passé au camp. On utilise la dernière caméra qu'il avait sur lui pour montrer au lieu d'expliquer. Parce que c'était pas l'explication qui était nécessaire, mais la réaction des personnages à l'explication. On fait vivre au spectateur la redécouverte du camp sans que ce ne soit inutilement raconté. Le film ose d'ailleurs quelque chose que de très rares sagas du slasher ont fait, Vendredi 13 en tête, terminer définitivement leur franchise. Parce que oui, rien n'arrête jamais les tueurs de ces sagas. Les groupes d'ados passent et trépassent en boucle, et même si l'antagoniste est stoppé à la fin, il trouvera toujours un moyen de revenir. Les slashers sont une boucle perpétuelle d'événements répétitifs qui sont voués à ne jamais avoir de fin, si ce n'est si la saga ne rapporte plus assez. C'est très rare d'avoir une conclusion définitive et satisfaisante, et plus la saga est longue et avec des personnages interchangeables et oubliables, plus ça risque d'être compliqué. Comment arriver à donner un final grandiose à la hauteur de ce qui a déjà été fait et qui donne l'impression d'être un final définitif? Never Hike Alone y répond. Si Vendredi 13 se termine, et si donc Jason se termine, ce sera avec Tommy Jarvis, le protagoniste le plus important et iconique de la franchise. Le premier film a réintroduit le mythe, l'antagoniste, tandis que le deuxième raccorde avec la saga et son héros pour la conclure définitivement. Et sans rentrer dans les détails, la conclusion est une réussite, qui réussit à finaliser en lien avec les débuts de la saga, ainsi que les débuts de Never Hike Alone. D'ailleurs, tout comme dans le premier film, il n'y a jamais un moment où Jason devient bizarrement plus faible pour laisser nos héros survivre un peu plus longtemps. Tout est bien tenu jusqu'à la fin. Et dans cette confrontation finale, tout le monde a son utilité et un petit moment qui le fait briller. Ça aurait pu être facile de laisser Kevin de côté pour finir le film sans lui. Mais non, on l'utilise de manière efficace pour un final grandiose. Si le premier film était un sympathique court-métrage avec beaucoup de qualité, le 2 le surpasse en tout point, gardant l'efficacité et la tension pour mieux utiliser les personnages en leur donnant un développement intéressant. Le tout avec des séquences emblématiques qui arrivent à se hisser facilement dans les meilleures scènes de la saga. Never Hike Alone est une lettre d'amour à la saga Vendredi 13, mais même au slasher en général, redéfinissant le genre avec des techniques actuelles tout en proposant un final définitif et convaincant. Et pour rappel, ce ne sont que des fan-films, un groupe de personnes adorant une saga et voulant lui rendre hommage. Et ironiquement, on fait mieux que les productions originales en y rajoutant une âme et des émotions. Pour répondre à la question pourquoi Vendredi 13 est une saga culte, on peut évidemment répondre que c'est grâce à l'icône mythique de Jason Voorhees. Mais n'oublions pas sa communauté de fans impliqués qui, 15 ans après le dernier film, continue de faire vivre cette saga. Et n'oubliez pas, si des personnes arrivent à faire de meilleurs films que de grandes productions, pourquoi pas vous? Si vous voulez regarder un petit film d'horreur efficace pour Halloween, n'hésitez pas, c'est sur YouTube, c'est gratuit et il y a même des sous-titres français. Ou même vous pouvez regarder The Burbs, c'est vachement bien The Burbs. J'aurais pu parler de The Burbs. J'aurais dû parler de The Burbs.
Changement de programme. Alors, The Birds, c'est un film réalisé par Joe Dante et... Viens. Mais arrête, je suis sûr que c'est super intéressant, mais pars pas.